Brigitte Kuster, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes députée de Paris en effet, mais vous êtes aussi porte-parole de Michel Barnier et nous rentrons dans la semaine fatidique. La semaine prochaine à la même heure, on sera entre les deux tours, on n'aura pas tout à fait les résultats du premier, mais une partie de la compétition se sera jouée. Avant de parler de cette compétition, Boris Johnson demande à la France de reprendre les migrants qui ont traversé la Manche. Il l'écrit noir sur blanc à Emmanuel Macron. Que faut-il lui répondre ? Je crois que ça n'est pas la première fois que Boris Johnson est dans la provocation et il serait bon que le Royaume-Uni soit à la hauteur de la situation. Qu'en est-il à l'heure actuelle ? Les migrants, qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Ils souhaitent aller en Grande-Bretagne. Pour travailler. Pour aller travailler, et puis parce que souvent, ils sont d'origine, ou en tout cas, c'est la langue qu'ils le pratiquent le plus facilement, et donc il y a cette demande de droit d'asile au Royaume-Uni. Malheureusement, les frontières actuelles, en fonction des accords du Touquet, font que la frontière entre la France et la Grande-Bretagne sont passées de Douvres à Calais. Donc il y a une demande déjà de la France, pour certains en tout cas d'entre nous, de révision déjà des accords du Touquet. Concernant la demande de Boris Johnson, il est aussi dans le chantage, puisqu'il met en cause éventuellement la somme qu'il doit attribuer à l'Europe et en tout cas à la France de plus de 60 millions pour protéger ses frontières en disant la France ne fait pas le travail. Donc on est toujours dans une surenchère britannique, sachant aussi que les Britanniques ont choisi le Brexit. Le Brexit, ça veut dire qu'on a le contrôle aux frontières et donc le Royaume-Uni doit se donner les moyens d'appliquer son vote, c'est-à-dire on met les moyens pour se protéger, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et puis après, ne soyons pas dupes, on sait aussi que cette politique migratoire, elle ne commence pas à Calais, elle commence aux frontières de l'Europe et il y a évidemment une nécessité, en tout cas c'est ce que demandent les Républicains, entre autres Michel Barnier, c'est qu'on revoie les frontières, la politique migratoire aux frontières de l'Europe. Frontex, Schengen, tout ça est et un renforcement de Frontex. Autre actualité, évidemment, la montée de l'épidémie, cette fameuse 5e vague. Le gouvernement a annoncé ses mesures hier. Accélération pour la 3e dose de vaccin. Tout le monde peut y aller maintenant. C'est la bonne solution ? C'est l'une des solutions, en tout cas, c'est une solution que je comprends. Le vaccin est là, en tout cas, même si ça n'est pas l'alpha et l'oméga, puisque l'on a vu que même vacciné, on pouvait attraper le Premier ministre, par exemple, le Covid. Néanmoins, c'est toujours dans des formes moins graves. Je pense que tous les Français seront d'accord pour qu'on ne revive plus ce que l'on a vécu. Et donc, malheureusement, ça passe par des contraintes. Ces contraintes, ça s'appelle d'abord le vaccin et ça s'appelle à nouveau le respect des gestes barrières. Donc, bien évidemment, moi, je suis tout à fait favorable à cette politique, même si aucun d'entre nous n'est ravi d'aller se faire vacciner une 3e fois. Le problème maintenant, c'est plutôt ces mesures qui sont décidées de manière un peu abrupte, sans préparation, car derrière, il y a quand même toute une organisation à mettre en place. Et lorsque le gouvernement dit on va ouvrir des centaines de centres, derrière ces centaines de centres, ce sont des collectivités qui vont devoir à nouveau se mobiliser, organiser. Il faut trouver le personnel médical et donc le gouvernement là-dessus doit être aussi au rendez-vous parce que ce sont aussi des budgets très importants. Il faut que les ARS aussi jouent le jeu. Les agences régionales de santé. Si je prends l'exemple de Paris, il me paraîtrait déjà c'est même étonnant que ça n'ait pas été fait, ne serait-ce qu'avec les maires d'arrondissement parisiens. Je parle donc en connaissance de cause, avec le travail remarquable qui a été fait à la mairie du 17e par Geoffroy Boulard et toute l'équipe municipale qui avait mobilisé des moyens considérables. Mais une mairie d'arrondissement, au départ, elle n'a pas un budget pour ça. Donc il faut que l'État soit au rendez-vous et que les ARS aussi soient aussi là pour aussi aider. Michel Barnier, président, est-ce qu'il aurait décrété la vaccination obligatoire pour être franco avec les citoyens ? Quand Michel Barnier sera président, nous verrons, en fonction des situations, ce qu'il sera amené à décider. Là, les médecins considèrent qu'on peut vacciner les enfants de 5 à 11 ans, surtout les enfants qui auraient des fragilités ou qui auraient dans leur entourage des gens fragiles. Vous êtes favorable à la vaccination des plus jeunes ? Je ne suis pas médecin, je fais confiance à la médecine pour décider de ce qui est bon ou pas bon, mais il est vrai que lorsqu'on parle des enfants, on est encore plus inquiet que pour soi-même. Ils sont pas trop concernés par la maladie, sauf les plus fragiles. Évidemment, donc je me poserai très sincèrement des questions, mais néanmoins, on voit que de plus en plus de personnes qui ont été là récemment infectées l'ont été aussi par les enfants. Et peut-être que ça a été sous-estimé, cette propagation du virus par les enfants. Néanmoins, moi je me mets à la place des parents, c'est une vraie question. Pour les non-vaccinés, le pass sanitaire, c'est le test. Le test était valable 72 heures, il ne le sera désormais plus que pour 24 heures. C'est une contrainte excessive ou c'est juste ? Là aussi, faisons peut-être aussi confiance, c'est vrai que ça paraît quand même très excessif,
parce qu'en plus tout ça a un coût derrière, et pour les personnes, et puis éventuellement pour la société, si la gratuité devait être remise en application. C'est vrai que ça paraît assez perturbant. On est dans des contraintes, tout se rétrécit en fait. Il y avait un moment un peu de 3 jours, ça permettait de faire beaucoup de choses. 24 heures, là, ça devient très compliqué. Ce qu'il y a de sûr, c'est que on est en train de mettre les gens, enfin, j'allais dire dans une seringue. Le mot est peut-être mal trouvé, mais on voit bien qu'à un moment, de partout, il y a une étreinte qui fait qu'on ne pourra pas continuer à vivre normalement et que la vaccination apparaît. C'est, je pense, bien sûr, tout ça pour faire en sorte que les gens se vaccinent et les inciter. Ça a marché une première fois et ça va marcher de plus en plus si, en effet, le test passe à 24 heures. Vous craignez une campagne présidentielle perturbée par l'épidémie? Les premiers meetings arrivent, les LR le 11, Éric Zemmour le 5, Jean-Luc Mélenchon aussi le 5. Il faut interdire les meetings? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Des milliers de personnes réunies dans un même lieu. Il faut absolument, dans ces cas-là, que les gestes barrières soient respectés, que les personnes dans un meeting, eh bien, vous êtes enthousiastes en général, donc il faut aussi faire en sorte que les gens soient masqués, que le pass sanitaire soit présent, qu'il y ait un espace entre les sièges. Enfin, ce qui fait en général la ferveur d'un meeting, cet enthousiasme collectif risque vraiment d'être refroidi. Et donc, je pense que cette question se pose et je pense qu'il y aurait intérêt à ce que le président de la République ou le Premier ministre réunissent les chefs de parti pour se mettre d'accord. Mais on va pas à nouveau non plus se faire voler toutes les campagnes électorales. Ça a été le cas pour les municipales. En tout cas, sur les meetings, la question se pose, mais il faudra la prochaine fois, concernant les jours de vote, ne pas être frileux comme l'a été le gouvernement la dernière fois, qui a vraiment fait tout pour que les municipales ne soient pas un lieu démocratique. Pour qu'il y ait de l'abstention, en quelque sorte. Exactement. Oui. À favoriser l'abstention avec les résultats que l'on connaît. Vous êtes la porte-parole de Michel Barnier. Alors on a tout vu, tout lu sur lui. Il était favori il y a quelques semaines, puis après il y a eu des articles disant « Ah bah non, finalement sa cote baisse ». Comment le vivez-vous ? Il y a en effet un phénomène de vague médiatique qui m'interpelle dans la mesure où tout cela se base sur des impressions plus que sur des faits et des réalités. Par définition, Michel Barnier étant celui qui est resté fidèle à sa famille politique, d'autres l'ont été également, cette fidélité lui donnait d'office un avantage et son expérience, parce qu'il n'y a pas que la fidélité, sinon ce serait trop facile. Son expérience, évidemment, plaide pour lui. Maintenant, il suffit qu'un article dise quelque chose, il y a une sorte de manque de recul, je trouve, de la classe médiatique par rapport aux faits. Même nous qui sommes à l'intérieur, nous ne savons pas ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que nous ne connaissons pas assez le corps électoral, parce qu'il n'a pas en effet été testé, et que à ce stade, moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas que les adhérents se trompent d'élection. Il s'agit d'élire le président de la République. Il ne s'agit pas d'élire un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur. Il s'agit d'élire le président de la République. Quel est celui qui est le plus à même d'être le futur président de la République de la France ? Eh bien, pour moi, évidemment, c'est Michel Barnier. C'est l'expérience, c'est la fermeté, la détermination, et c'est celui qui pourra le mieux rassembler notre famille politique. Car ne nous trompons pas, au lendemain, donc le 5 décembre, il va falloir rassembler toute la famille politique. Y compris les centristes. Et pas seulement un petit bout de notre famille politique. Et il va falloir affronter sûrement le président de la République sortant. Et donc, il faut pouvoir, à un moment, savoir parler à tout le monde. La force de Michel Barnier, c'est de savoir parler à tout le monde. Il a fait de sa méthode le respect. J'ai travaillé à ses côtés au ministère de l'Environnement. Je sais ce que ça veut dire que de travailler avec lui. C'est le respect des autres, le respect des Français, et sa volonté, c'est de faire respecter la France. Et donc, sa vision est la vision d'un président de la République. Nous avions hier un responsable de l'UDI, Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui nous disait à Michel Barnier, il a tourné un peu le dos au centriste, il n'a pas voulu discuter avec nous. Il discutera après ? Oui, parce que l'UDI a souhaité choisir notre candidat avant même que notre candidat soit choisi par les LR, et logiquement, Michel Barnier a dit, écoutez, nous discuterons ensemble lorsque je serai élu, et pas avant. C'est une question de correction et de cohérence vis-à-vis des adhérents LR qui n'ont pas encore choisi leur candidat. Mais évidemment que Michel Barnier discutera avec tout le monde. Et je dois dire que son passé ministériel de ministre de l'Environnement fait aussi de lui celui qui sera le plus à même de prendre en main le défi écologique, car c'est celui qui le connaît le mieux. Il a été ministre de l'Agriculture. Il a laissé un excellent souvenir chez les agriculteurs. Et ne nous trompons pas non plus, nous allons trouver le pays dans un état assez fracturé et qui a été gouverné de manière verticale pendant des années. Et donc nous avons besoin d'un homme qui sache rassurer les Français avec une politique déterminée, mais une gestion qui sera une gestion de rassemblement. Que répondez-vous à ceux qui lui reprochent une sorte de dérive droitière depuis quelques semaines, notamment contre l'Europe ?
Non, alors il faut pas tout mélanger. Il a fait des propositions en matière de politique d'immigration. Ça ne s'appelle pas obligatoirement une dérive droitière. Il ne faut pas, à chaque fois que l'on traite des sujets d'immigration ou de sécurité, parler systématiquement d'une dérive droitière. Ce sont des problèmes qui s'opposent aux Français. Michel Barnier est arrivé avec ses propositions, comme les autres candidats, et nous mettrons sur la table, autour du candidat élu, et donc bien sûr j'espère Michel Barnier, les propositions des uns et des autres pour être le plus efficace possible. Il ne s'agit pas de se comparer aux uns et aux autres, il s'agit d'être efficace et de répondre aux attentes des Français. Il reste un débat télé. Oui. Comment peut-il faire la différence avec ses camarades et néanmoins concurrents? La différence, elle a d'abord lieu de manière... au-delà, j'allais dire, des débats télévisés. Elle est dans ce que Michel Barnier incarne. Bien sûr que les débats peuvent jouer, mais ne nous trompons pas entre ce qui se passe dans un débat et ce dont la France a besoin. Donc bien sûr que les débats sont importants. Et moi, je vois encore la dernière intervention de Michel Barnier au TF1 20h. Pour ceux qui s'amuseraient à faire comprendre en ce moment qu'il manque d'énergie, je leur demande d'aller voir cette interview. L'énergie, elle est là, la détermination, elle est là, et surtout le projet et cette volonté de rassembler. Michel Barnier a cette chance d'avoir une génération au-dessus des autres candidats. Je pense qu'il sera le plus à même d'être le chef de l'équipe de France. Car ne nous trompons pas, ceux qui ont un ego surdimensionné, il va falloir tout le monde se raison garder. Il faut appeler à chacun modestie, humilité. Ça ne pourra être que l'équipe de France qui gagnera. En aucun cas l'un ou l'autre. C'est tous ensemble et c'est ce que Michel Barnier souhaite, c'est d'être le chef d'une équipe de France où chacun aura sa place. Le 4 décembre au soir, quel que soit le vainqueur, il y aura une photo avec les 5. Bien sûr. Que l'équipe continue. Bien sûr. Ils ont évité les déchirements. Moi, je salue ici la qualité de cette campagne, car justement, chacun a été respectueux avec ses propositions et je ne doute pas que le prochain débat, le dernier, sera dans le même esprit. L'entre-deux tours sera très court, quelques heures. Qu'est-ce qui va se passer? Des consignes de vote? Les battus vont dire je préfère un tel, je préfère une telle pour la finale? Je pense qu'il y aura en tout cas de quoi se parler les uns avec les autres en fonction du résultat, bien sûr. Rassembler après le 4 décembre, ça veut dire aussi parler à Édouard Philippe, à Bruno Le Maire, à Gérald Darmanin, ou c'est fini? Non, rassembler, c'est d'abord rassembler sa propre famille. Rassembler sa propre famille pour être fort, pour en effet être présent au second tour de l'élection présidentielle. La priorité, là, c'est que les attentes des Français, dont on voit qu'elles sont en général majoritairement sur les valeurs que porte la droite. Nous avons maintenant une responsabilité collective, c'est que cette droite républicaine n'explose pas en vol, soit présente au second tour, et c'est donc tout l'enjeu et cette volonté de rassemblement que porte Michel Barnier. Brigitte Kuster, merci, bonne journée. Merci.